Salut! Et soyez tous les bienvenus dans un nouvel épisode de Série Talks. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la série américaine You, qui nous a particulièrement séduite de par son côté original, novateur et, il faut bien le dire, un peu maniaque. Alors, vous pouvez la retrouver sur la plateforme Netflix où pour le moment il y a 2 saisons disponibles. La première est sortie en 2019, la deuxième en 2020, mais la troisième a déjà été annoncée par la plateforme pour le début de l'année 2021. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la première saison, mais soyez rassurés, vous pourrez découvrir très bientôt notre analyse sur la saison 2. Voici d'abord quelques faits sur la série. Bien qu'elle soit tirée du roman Parfaite de Caroline Kepnes, elle n'en suit pas moins totalement l'intrigue ni le déroulement. La première saison comporte 10 épisodes qui durent en moyenne 45 minutes. Ah oui, petit rappel, You n'est pas une comédie romantique mais plutôt un thriller psychologique. Alors évitez de vous installer devant avec Mamie Daniel et les enfants, ils risquent de ne pas trop apprécier. Et toutes nos excuses aux mamies Daniel de la Terre, vous savez qu'on vous adore. Ceci réglé, installez-vous, servez-vous une tisane, un soda ou du kombucha si ça vous chante. Mais mettez-vous à l'aise et laissez-nous vous expliquer pourquoi nous avons tant aimé You. Alors, pour commencer, voici un petit topo sur le lieu et les acteurs de la série. La première saison se déroule à New York, où vivent Guinevere Beck, que tout le monde appelle Beck, interprétée par Elizabeth Lyle, vue dans Once Upon a Time, et Joseph Goldberg, surnommé Joe, interprété par l'acteur Penn Badgley, que l'on a déjà pu voir dans la série Gossip Girl. À la différence de cette dernière, son rôle dans You est beaucoup plus sombre, car il interprète un jeune homme psychopathe et narcissique au physique plutôt agréable. Au premier abord, il a tout du genre idéal, beau gosse, cultivé, charmeur. Il pourrait faire chavirer votre cœur en un claquement de doigts. Mais si vous avez le malheur de lui taper dans l'œil, gare à vous parce qu'il ne va reculer devant rien pour vous séduire et faire de vous sa petite chose. Exactement. Il va vous épier jusque dans votre intimité, vous suivre où que vous alliez, vous manipuler secrètement, vous et votre entourage, dans le seul but de prendre le contrôle de votre vie, jusqu'à ce qu'insidieusement, l'évidence finisse par s'imposer d'elle-même. Il est l'homme de votre vie. C'est flippant, non? Et ne vous avisez surtout pas de contrarier ses plans parce qu'alors notre prince pas charmant a tendance à déraper méchamment. Et comme si tout cela ne suffisait pas, les créateurs de la série ont choisi de nous le faire vivre depuis l'intérieur de son esprit dérangé grâce à la voix off qui nous permet de connaître ses moindres pensées tout au long de la série. Avec une telle personnalité, Joe doit sûrement être enfermé dans un hôpital psychiatrique ou alors coupé au fin fond d'une cellule miteuse. Détrompez-vous, parce que Joe est aussi rusé qu'un renard, ce qui lui permet de se sortir de situations à première vue inextricables. Mais alors, me direz-vous, quelle différence entre Joe et n'importe quel autre bad boy classique? Eh bien, son personnage est ici beaucoup plus nuancé parce que Joe sait se montrer empathique et généreux quand les circonstances l'exigent. Ça fait donc de lui une espèce d'anti-héros au grand cœur que l'on n'a pas l'habitude de voir dans les séries. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Pour le moment, revenons à l'histoire principale. Joe est le gérant de la librairie Mooney, du nom de l'ancien propriétaire. C'est un jeune homme célibataire, passionné de littérature, qui, vous le verrez tout au long de la série, cache bien quelques secrets inavouables, comme le départ soudain de Candace, son ancienne petite amie, pour l'Italie juste après leur séparation, pour soi-disant y refaire sa vie. À part quelques vagues publications sur Facebook que n'importe qui ayant accès à son compte aurait pu poster, personne ne l'a revu depuis. Vous pensez comme nous que Joe l'a zigouillé, pas vrai? Mais comme le dit si bien Joe, le passé est le passé, ce qui compte, c'est le présent. C'est là, dans la librairie, qu'un jour, par hasard, Joe rencontre Beck. Dès le premier regard, il tombe sous son charme. Il est persuadé qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et qu'entre eux, ce sera le grand amour, l'unique, le vrai. Eh bien, salut toi. Qui es-tu? D'après ton look, je dirais que tu es étudiante. Tu portes un chemisier plutôt ample. Tu n'es pas là pour te faire reluquer. Mais le cliquetis de tes bracelets me dit que tu aimes qu'on te remarque un peu. Et tu me murmures ton premier mot. Bonjour. À partir de ce moment-là, sa folie obsessionnelle va se focaliser sur la jolie jeune femme blonde. Il va par tous les moyens chercher à en savoir plus sur la jeune femme, et c'est en exploitant un point commun qu'il va y parvenir. Elle est aspirante écrivaine. Ils aiment tous les deux la littérature, ce qui va permettre à Joe d'engager la conversation et apprendre quelques précieux renseignements sur elle, comme par exemple que Beck est une jeune femme bien dans son temps, insouciante et légère, mais aussi imprudente, puisqu'elle expose à la vue de tous sa vie entière sur les réseaux sociaux.
Il va alors, grâce à une simple photo et un moteur de recherche, trouver son adresse personnelle. Il n'en faut pas plus à Joe pour qu'à partir de là, il se mette à l'espionner constamment, à la suivre jour et nuit, à en apprendre plus sur elle et ses fréquentations, dans le but de gagner sa confiance et son intérêt. Et tu étais là. Tous tes profils en mode public. Tu veux être vu, entendu, connu. Eh bien, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir. Tu es né et tu as grandi à Nantucket Island. Ton frère s'appelle Clyde et ta sœur Anya. Tu partages chaque seconde de cette vie-là sur les réseaux sociaux. Ensuite, notre cher ami Internet m'a donné ton adresse. Et voilà ton appart avec ses grandes fenêtres sans rideaux. C'est joli, c'est trop joli. J'imagine que t'as une bourse pour te payer cet appart. J'hallucine, t'as jamais vu un film d'horreur ou quoi? Ou les infos? Leur rapprochement va s'effectuer sur un coup de chance incroyable. Un jour, Joe décide de la suivre incognito à une fête où Beck, complètement ivre, monte sur scène pour réciter un de ses poèmes. Ne supportant pas de voir toute la salle se moquer d'elle, Joe décide de rentrer chez lui en prenant le métro. Juste après, il voit une Beck titubante arriver à l'autre bout du quai où en manipulant son téléphone, elle trébuche. Et oui, il faut le savoir, alcool et métro ne font pas bon ménage. Et elle tombe sur les rails. Joe se précipite à son secours et la sauve in extremis de la rame approchant à toute vitesse. Il saisit cette chance pour récupérer le téléphone de la jeune femme en lui faisant croire qu'il est resté sur les rails, ce qui va lui permettre de l'espionner et parfois même d'envoyer des messages en se faisant passer pour elle. Et arrête avec ce téléphone. Dans cette série, vous l'aurez compris, le fil conducteur est cette obsession malsaine entre un Joe manipulateur et harceleur et une Beck naïve et superficielle. Après un début de série pareil, on ne voit pas comment tout pourrait mal tourner, non ? Moi j'ai bien une petite idée. Mais comme on vous le disait précédemment, tout le génie des créateurs de la série a justement été d'avoir su donner une image un peu plus flatteuse de Joe. Si, c'est possible. On vous voit dubitatif là, mais faites-nous confiance. Pour humaniser son personnage un peu plus, les réalisateurs vont utiliser les personnages secondaires qu'il va côtoyer tout au long des épisodes. Joe sait se montrer très empathique envers les plus vulnérables. C'est le cas avec Paco, le fils de sa voisine de palier, qu'il retrouve presque chaque fois qu'il rentre chez lui. L'enfant se réfugiant sur les marches devant son appartement dès que Ron, le petit ami de sa mère, décide de passer ses nerfs sur cette dernière. Pièce à conviction numéro 1, Claudia et Ron. Claudia est infirmière. C'est une mère célibataire. Tu crois qu'elle savait que Ron était un tel connard quand elle est tombée amoureuse de lui? Non, elle le prenait pour le prince charmant. Salut Paco. Salut Joe. Elle a gâché sa vie. Et pas seulement la sienne. Joe va alors se prendre d'affection pour ce petit garçon passionné lui aussi de littérature et va essayer de le protéger de son beau-père violent et va même le nourrir lorsque sa mère sera incapable de s'occuper de lui. Dis, t'as faim? Non, parce que j'ai pris ce sandwich alors qu'en fait, il me reste du taille que j'ai pas fini hier. Un pour tous et tous pour un. Joe s'identifie beaucoup à cet enfant car il lui rappelle sa propre enfance douloureuse. Et c'est à partir de là que le spectateur va commencer à comprendre comment la personnalité trouble de Joe s'est façonnée depuis sa plus tendre enfance. Sa propre mère était elle aussi une femme battue, multipliant les relations malsaines en exposant ainsi son fils à la maltraitance de ses amants. Un jour, alors qu'il n'était pas plus grand que Paco, elle finira par définitivement l'abandonner. Après avoir été livré à son sort par sa mère, Joe est recueilli par Monsieur Mooney, un propriétaire de librairie aussi fou qu'autoritaire. Il n'hésite pas, par exemple, à enfermer Joe au sous-sol de sa boutique pendant des jours dans une cage de verre normalement destinée à protéger les livres anciens et rares. Néanmoins, Joe va trouver dans cet homme rude une figure paternelle dont il aura manqué toute son enfance. Une fois adulte et l'acariate Monsieur Mooney est devenu trop vieux pour continuer à travailler, Joe devient le gérant de la librairie. Et c'est justement grâce à ça qu'il va devenir très indépendant financièrement et avoir suffisamment de temps pour son autre activité favorite. Et non, ce n'est pas du Scrabble entre amis. Vous l'aurez donc bien compris comment les réalisateurs alternent entre un Joe machiavélique et manipulateur et un autre protecteur des plus faibles, lui-même victime d'abus lorsqu'il était enfant.
Nos sentiments se retrouvent alors irrémédiablement bouleversés, sans cesse balançant entre le dégoût et l'admiration de cet anti-héros décidément pas comme les autres. Beck, en revanche, est de son côté une jeune fille fauchée, ce qui l'oblige à prendre un poste d'assistante en cours de romantisme dans l'université où elle étudie auprès d'un professeur très entreprenant envers elle. Lorsque celle-ci refuse ses avances, il menace de la renvoyer, ce qui l'obligerait à abandonner ses études et à quitter New York. Après de multiples hésitations, elle décide de menacer le professeur de tout révéler à l'université et à sa famille, ce qui lui permet de garder son poste et ainsi avoir de quoi continuer à payer son loyer. Elle n'a peut-être pas d'argent, mais elle a des principes, la petite. En revanche, grâce à sa beauté, la jeune femme a des fréquentations issues d'une toute autre classe sociale qu'elle, à commencer par ses amis. Elle se contente de profiter de ce que New York a de plus beau à offrir. Soirées, fêtes et galas mondains. Elle essaye tant bien que mal de suivre le rythme en jonglant entre travail, écriture, vie sociale et vie amoureuse, mais elle finit toujours par être dépassée. En plus, pour ne rien arranger, sa meilleure amie Peach nourrit à son encontre des sentiments plus qu'amicaux, ce qui l'amènera forcément à rentrer en conflit avec Joe. Ah oui, et vous vous souvenez comment Joe réagit lorsqu'on contrarie ses plans ? Mal, c'est ça. Il y en a au moins une qui suit. Ensuite, il y a Benji, son petit ami du moment, gosse de riche, drogué et paumé. Celui-ci tente de lancer une boisson branchée, genre dégueulasse, dont personne ne veut. Il ne se soucie que peu de Beck, ne venant la voir que pour assouvir ses désirs. Vous l'aurez compris qu'il devient très vite un obstacle de taille pour notre Joe, le psycho. Et comment réagit Joe lorsqu'on marche sur ses plates-bandes ? Mal. Et pour finir, nous avons Nicky, le psychologue de Beck, un fumeur de joint, séducteur déjanté, aussi perturbé que ses patients, genre Dr Maboul, et que Joe finira par soupçonner d'entretenir une liaison avec sa jeune patiente. Ce qui, bien évidemment, fera de lui un concurrent aux yeux de Joe. Et comment va réagir Joe à votre avis ? Bon, vous avez l'habitude maintenant. Allez, tous ensemble. Mal. Mais le véritable tournant de la série survient lorsque Joe décide d'attirer, d'assommer, puis d'enfermer Benji dans sa cage de verre. Jet! Salut! Salut, Jet. Ravi de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Dis Benji, t'es déjà venu ici? C'est pas encore très connu comme adresse. C'est un bar vraiment génial, très select. Ouais, je connais, je suis déjà venu quelques fois. Ah ouais? Parfait. Je t'en prie. Après toi. Merci. C'est juste en bas. Sur la gauche. Peut-être qu'on pourrait plutôt essayer de... Pressé par les amis du jeune homme qui n'ont plus de nouvelles de lui et qui commencent à s'inquiéter. Quelle décision Joe prendra ? Comment vont évoluer ses relations avec les amis de Beck, en particulier avec sa concurrente Peach ? Les fantômes de Candace ressurgiront-ils du passé, un doigt accusateur pointé vers Joe ? Quels sont exactement les liens qu'entretiennent Beck et son psychologue ? Comment finira l'histoire de Paco ? Et surtout, Beck verra-t-elle le vrai visage de Joe ? Tout cela, vous pourrez le découvrir si vous décidez de suivre notre conseil en regardant cette série qui est, à notre avis, l'une des meilleures disponibles sur Netflix. Passons, sans attendre, à notre rubrique Avis perso. Alors, qu'est-ce que tu as aimé ou moins aimé dans la série You ? Alors, ce que j'ai aimé, c'est le côté addictif de la saison grâce à ses multiples rebondissements et cliffhangers. En plus, le sujet est plutôt dans l'air du temps. Manipulation, violence conjugale, harcèlement font partie de ces choses qui parlent beaucoup aux femmes et aux hommes de nos jours. Le dernier point serait que la série sonne comme un avertissement à travers le personnage de Joe qui montre que définitivement l'habit ne fait pas le moine. Ne l'oubliez pas. Sous ces airs d'ange peut se cacher un dangereux psychopathe, cela reste valable pour tous les sexes. Ce que j'ai le moins aimé par contre, c'est le côté un peu trop naïf de Beck à qui on arriverait parfois à faire avaler des couleuvres. Pour finir, je donne à cette première saison de You 4 étoiles. Je la recommande donc vivement à tous les amoureux de bonnes séries. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé donc de la série ? Ce qui m'a plu, sous ces airs de série innocente, You délivre un message important. La prudence s'impose en ligne. Il est
impératif de faire attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux en vous assurant que de parfaits inconnus n'aient pas accès à votre vie privée. Une autre chose que j'ai particulièrement aimé est Joe, à qui on finit par s'attacher. Malgré ses tendances psychopathes, il sait faire preuve de compassion extrême envers ceux à qui il s'identifie. Et pour finir, l'intrigue est très bien ficelée avec des idées originales comme la cage de verre par exemple. Ce qui m'a le moins plu, pas grand chose en fait, j'ai vraiment tout aimé dans cette première saison. Donc, comme vous l'aurez deviné, je donne à cette première saison de You 5 étoiles et je la recommande vraiment à tous. Et comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. On vous embrasse et à très bientôt!